Merci beaucoup pour l'introduction et surtout merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Donc je vois que je face à un public d'experts, donc peut-être j'aurai le droit au téléphone à un ami si je ne sais pas répondre. En tout cas, donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement le résultat d'une grosse expertise scientifique qui a été menée jusqu'en 2022, qui a monopolisé en fait 43 experts, chercheurs, plus des pilotes scientifiques. Et donc je vais vous présenter les résultats de cette expertise, mais avant je vais vous faire juste un petit rappel sur, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, donc n'hésitez pas à me dire que c'est pas la peine et que je peux passer plus vite, sur la biodiversité et ensuite sur ce que sont les pesticides, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et aussi, si vous voulez me poser des questions au cours de la présentation, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas, donc n'hésitez pas. Donc juste, mais ça vous le savez parfaitement, il est évidemment crucial de préserver la biodiversité, parce que notamment pour le bien-être humain. Et en fait, on sait que depuis de nombreuses années, il y a une très forte érosion de la biodiversité. Et que, en fait, cette érosion, elle est due notamment à la pollution par différents produits chimiques, et en particulier par ce qu'on appelle de façon très théorique les produits phytopharmaceutiques, mais donc qu'on désigne plus fréquemment sous le nom de pesticides. Et donc ces pesticides sont une des principales causes du déclin de la biodiversité, mais ça je vais y revenir ensuite. IPBES, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un institut qui a publié donc, en 2019 toute une étude pour identifier les différentes causes liées, les différentes causes du déclin de la biodiversité. Et donc je vais y revenir après, un petit peu plus tard dans mon exposé. Donc voilà, je vais y revenir. Et donc en fait c'est dans ce contexte-là que les ministères de l'Agriculture, de la Recherche et de l'Environnement ont mandaté INRAE et l'IFREMER pour conduire une expertise scientifique collective, donc pour justement faire un point sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et aussi les services écosystémiques, que je redéfinirai un peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'une expertise scientifique collective? Donc, je vous l'explique un petit peu rapidement pour que vous voyez un petit peu la méthode. Donc il s'agit en fait de faire une synthèse la plus exhaustive possible de toutes les connaissances qui sont disponibles dans la bibliographie scientifique, et même éventuellement non scientifique, sur un sujet, donc en réponse à une question complexe. Donc ces expertises, elles doivent être impérativement réalisées par un comité d'experts scientifiques, par des chercheurs publics, indépendants, pour lesquels aucun conflit d'intérêt ne peut être identifié. Et donc tous ces experts, ils sont identifiés sur différents critères, donc bien sûr sur leurs compétences dans les domaines requis, sur leur indépendance, donc c'est pour ça que ce sont des chercheurs issus de la recherche publique, pour lesquels on va essayer d'identifier des liens d'intérêt et voir si ces liens d'intérêt peuvent éventuellement poser problème dans leur analyse après qu'ils vont faire de ces résultats, sinon ils sont exclus. Ensuite, ces expertises nécessitent aussi un pluralisme, c'est-à-dire que par exemple c'était une expertise qui était sous la responsabilité d'INRAE et de l'IFREMER, mais il ne fallait pas qu'il y ait que des chercheurs d'INRAE ou que de l'IFREMER, mais bien d'autres organismes comme des universités ou le CNRS ou même des universités étrangères pour ceux qui étaient francophones. Et enfin, bien sûr, un point très important, c'est la transparence de la manière dont est conduite cette expertise. Et donc c'est vraiment quelque chose de très normé, puisque je vous l'ai indiqué ici, il existe une norme sur la qualité en expertise, vraiment pour que ce travail soit robuste, conduit de manière rigoureuse, sans lien d'intérêt et de façon complètement transparente. Bon, là très rapidement, la mise en œuvre de cette expertise, donc en gros, vous avez ici l'équipe projet, une chef de projet, des pilotes scientifiques, des documentalistes, puis des experts, et cette expertise, elle est suivie par un comité qui comprend donc les commanditaires, donc les 3 ministères, les instituts mandatés, les financeurs et puis l'ANSES dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi un comité consultatif d'acteurs qui comprend donc des acteurs de différents types d'associations, de consommateurs, associations environnementales, etc. Donc ce sont des expertises qui monopolisent effectivement beaucoup de monde. Donc la nôtre, elle a duré pendant 2 ans. Et donc je vous dirai après combien d'articles on a cités au final. Donc notre objectif, c'était donc de faire un état des lieux des connaissances relatives aux impacts des pesticides sur la biodiversité, dans l'objectif donc d'éclairer les pouvoirs publics, donc pour notamment améliorer les procédures d'évaluation avant que ces pesticides ne soient mis sur le marché, pour améliorer leur suivi après qu'ils aient été commercialisés, donc pour identifier, une fois qu'ils sont utilisés, est-ce qu'il y a des risques ou des impacts qui sont observés qui n'avaient pas été anticipés, donc ce qui peut conduire à un retrait
anticipée d'un pesticide, ce qui est aussi un point très important. Donc pour améliorer la gestion des risques et pour identifier éventuellement des besoins de recherche. Et donc en fait ce type d'expertise se doit de rester factuel, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un état des lieux des résultats, des connaissances scientifiques. On ne formule pas de recommandations. On ne dit pas il faut faire ci ou il faut faire ça. On fournit au ministère les résultats et après c'est eux qui prennent des décisions en fonction de plus ou moins des différents contextes politiques. Alors, le périmètre de notre expertise, donc on s'est focalisé sur ce qu'on appelle les pesticides conventionnels, donc les molécules chimiques classiques qui sont utilisées depuis fort longtemps. Mais on a aussi étudié ce qu'on appelle les produits de biocontrôle, donc c'est-à-dire des pesticides qui sont issus des extraits de plantes, par exemple, ou qui sont des coccinelles, c'est des produits de biocontrôle, donc par exemple pour lutter contre les pucerons. Donc on a étudié ça aussi dans notre expertise. On s'est concentré sur les zones agricoles, c'est-à-dire les usages des pesticides en zone agricole, mais aussi en zone non agricole, puisque vous savez qu'ils sont aussi utilisés. Alors de moins en moins, puisqu'il y a eu des lois depuis 2019-2021, mais ils étaient utilisés dans les parcs et jardins, pour désherber les voies ferrées, etc., etc. Donc on a regardé aussi la littérature scientifique dans ce domaine-là. Pour la France métropolitaine et les Outre-mer, et donc pour les milieux terrestres, le milieu marin et les eaux douces. Et donc on a vraiment intégré tout, c'est-à-dire autant les pesticides qui sont toujours autorisés et toujours utilisés, que ceux qui sont interdits même depuis de nombreuses années, mais qu'on retrouve encore toujours dans l'environnement parce qu'ils sont par exemple très persistants. On a regardé aussi leurs produits de transformation, puisque quand un pesticide se retrouve par exemple dans le sol ou dans l'eau, il y a des processus de dégradation qui se mettent en œuvre, et donc la molécule initiale de pesticide se dégrade, forme des nouvelles molécules, qu'on appelle des produits de transformation, qui peuvent avoir leur propre toxicité, leur propre persistance dans le milieu, etc. Donc ça aussi on l'a pris en compte parce que c'est aussi des molécules qui peuvent impacter la biodiversité. Et on a pris aussi en compte les adjuvants et les coformulants, puisque comme vous savez, les pesticides qui sont commercialisés, il n'y a pas que la substance qu'on dit active, celle qui a un effet, mais tous les produits autour qui peuvent permettre de mettre un produit en solution ou de favoriser sa pénétration dans une plante pour un herbicide, etc. C'est exactement comme les médicaments, où par exemple vous avez le paracétamol qui rentre dans la composition d'un doliprane, d'afalgan, etc. C'est-à-dire qu'il y a la substance qui a un effet, et puis tous les coformulants autour pour faire le comprimé, etc. Donc c'est pareil pour les pesticides. Ce qu'on n'a pas pris en compte dans cette expertise-là, c'était les pratiques agricoles qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides, parce qu'il y a une autre expertise en parallèle de la nôtre qui s'est intéressée à ces questions, ni les rejets industriels. Et donc au final, on a analysé peut-être 10 000 références et on en a conservé 4 500, donc qui ont été citées dans le rapport final qui fait 1400 pages. Donc voilà. Et donc ce type d'expertise scientifique, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement normé. Et donc on a des requis, donc un certain nombre de livrables doivent être fournis. Donc je vous ai dit un rapport complet qui fait 1400 pages, une synthèse plus courte, des résumés et puis des ouvrages. Donc tout ça, c'est disponible gratuitement sur Internet, donc vous pouvez les consulter. Et puis par ailleurs, à ce jour, il y a eu beaucoup de publications, communications, pas mal de retombées dans les médias. Et donc on a fait aussi un colloque final de restitution. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un peu ce qu'est une expertise scientifique collective, comment on a travaillé, et donc ce qui va m'amener ensuite à vous présenter les différents résultats que nous avons obtenus. Alors pour commencer, j'ai voulu refaire une sorte de bilan sur la biodiversité, mais je pense que vous êtes tous déjà très au fait de cette question-là. Mais je vous ai remis quand même la définition un peu officielle qu'on utilise régulièrement sur la biodiversité, donc qui est définie comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, comprenant la diversité au sein des espèces, entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc voilà, ça c'est la définition officielle d'après la Convention sur la diversité biologique, et donc qui a été repris ensuite par les FES notamment. Donc cette biodiversité, elle est le résultat d'une longue et lente évolution du monde vivant sur la Terre, depuis donc les premiers organismes vivants qui sont apparus il y a environ 3,5 milliards d'années. Actuellement, il y a à peu près 2 millions d'espèces qui ont été décrites, mais les estimations montrent qu'il y aurait à peu près 100 millions d'espèces différentes sur la Terre, donc il y en a encore 98 millions qui n'ont pas été identifiées et décrites, donc il y a un petit peu de travail. Et donc, parmi les 2 millions qui ont été identifiés de nos jours, donc elles se répartissent en plusieurs types de catégories d'organismes. Donc vous avez les animaux, en fait, qui est la catégorie la plus représentée,
Donc d'une part, les insectes, que je séparais, parce que comme vous voyez ici, c'est pratiquement plus de 60% de la diversité des animaux aujourd'hui sur Terre, ce sont les insectes qui sont les plus répandus. Ensuite, vous avez les animaux, mammifères, oiseaux, etc. Les plantes, les champignons, les protistes, les bactéries et les virus. Donc voilà comment se répartissent les 2 millions d'espèces connues actuellement. Et donc tout ça pour dire qu'actuellement, 86% des espèces existantes sur la planète et 91% des espèces dans les océans n'ont pas encore fait l'objet d'une description. Donc il y a encore beaucoup à faire. Donc ce qui veut dire aussi que quand on évalue un impact sur la biodiversité, on évalue l'impact sur ce qu'on connaît, mais évidemment, malheureusement, on ne peut pas savoir s'il y a d'autres espèces qui disparaissent, puisqu'elles n'ont pas encore été identifiées. Excusez-moi, oui, je suis étonnée qu'il y ait si peu de champignons. Pour moi, il y a beaucoup plus de champignons, non? Eh bien non, ce sont les chiffres officiels. Connus. Enfin, Connus. Connus, oui, connus. Il y a beaucoup plus d'insectes que de champignons, beaucoup plus de plantes même. Oui, c'est assez étonnant, mais on aurait pu penser aussi, par exemple, les bactéries ou les virus, il y en avait beaucoup, mais finalement, c'est pas la majorité actuellement des espèces décrites. Donc c'est vrai que bon, ça représente quand même plusieurs milliers, mais c'est pas... c'est vrai que moi, ça m'avait aussi un petit peu surprise quand j'avais vu tous ces chiffres-là. Donc voilà pour ces chiffres. Ensuite, si on s'intéresse à la répartition géographique de cette biodiversité, donc sur la planète, il y a 36 points chauds de biodiversité qui ont été identifiés. Donc les points chauds, je vous ai remis la définition ici, ce sont des zones qui possèdent une grande richesse de biodiversité et laquelle est particulièrement menacée par les activités humaines. Et donc la France en particulier, elle possède 5 de ces 36 points chauds, en Méditerranée, dans la zone Caraïbe, dans l'océan Indien, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que la France a la chance d'avoir une grande richesse de biodiversité, mais que celle-ci est malheureusement menacée par l'activité humaine. Par ailleurs, la France possède aussi 10% des surfaces de récifs coralliens dans le monde, ce qui est très important, et elle possède aussi plus de 180 000 espèces recensées, c'est-à-dire que tout le domaine national français contient environ 10% des espèces connues sur la planète. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de chance. Donc, sauf que, bien évidemment, le problème, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est cette extinction des espèces au niveau mondial. Et actuellement, les estimations montrent qu'il y a environ 1 million d'espèces menacées. Et donc, ces espèces, en gros, il y a 44% des coraux qui sont menacés d'extinction, 41% des amphibiens, 38% des arbres, 37% des requins et des raies, 26% des mammifères et 12% des oiseaux. Et actuellement, le rythme de disparition de toutes ces espèces, il est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Et donc ça, vous en avez certainement beaucoup entendu parler, on considère actuellement qu'on est dans la 6e extinction de masse des espèces. Et malheureusement, cette dégradation de la biodiversité, elle est majoritairement due à l'activité humaine. Donc pour revenir au cas national en France métropolitaine et Outre-mer, donc là je vous ai mis 2 images qui recensent la liste rouge, donc c'est vraiment les espèces qui sont quasiment en voie d'extinction et qui risquent de disparaître très rapidement. Donc vous voyez que par exemple en France métropolitaine, il y a 23% des amphibiens qui sont menacés, vraiment sur la liste rouge, 12% des libellules, 13% des raies, 11% des mollusques, etc. Et si on s'intéresse à l'outre-mer, vous avez aussi 21% des oiseaux qui sont sur la liste rouge, donc des espèces vraiment très menacées, ou en Guadeloupe, 17% des abeilles. Et donc actuellement en France, il y a à peu près 2900 espèces menacées sur les 17 367 évaluées, et on estime qu'il y a 189 espèces qui ont complètement disparu ou sont éteintes depuis 2008. Donc c'est un rythme assez impressionnant. Et donc cette biodiversité, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est essentielle pour le bien-être humain. Et en fait, elle rend donc de nombreux services, notamment parce qu'elle permet de purifier l'eau et l'air par l'activité, par exemple, des micro-organismes, mais pas que. Elle permet aussi de réguler les ravageurs, les maladies, de lutter contre le changement climatique ou les catastrophes naturelles, comme les inondations, par exemple. Parce que là, vous savez bien que dans des zones qui sont complètement dépeuplées de plantes, il n'y a plus de racines, qui ne retirent plus le sol.
quand c'est bétonné et qu'il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, etc. Donc là, c'est là qu'il y a des inondations. Et c'est les problèmes qu'on voit depuis plusieurs années dans certaines zones en France, même dans le nord de la France ou dans le sud de la France. C'est tellement bétonné, ils ont tellement supprimé les plantes, les arbres, etc. que c'est ça qui fait qu'après, il y a beaucoup d'inondations avec beaucoup d'érosion, etc. Ensuite, cette biodiversité, bien sûr, elle nous fournit la nourriture et des nutriments essentiels. C'est aussi une source de médicaments et de beaucoup de composés médicinaux. Et puis aussi, il y a un aspect plus culturel, avec l'aspect subsistance, mais aussi l'enrichissement culturel et spirituel donc, qu'on peut avoir face à un beau paysage, face à des animaux, face à des plantes, etc. Et puis aussi, la biodiversité, elle est source de combustible et d'énergie. Et donc, en fait, cette biodiversité, si on est très anthropocentré, c'est quand même un déterminant environnemental clé de la santé humaine. Et c'est donc aussi pour cette raison-là, non seulement pour le fait que c'est essentiel de préserver la biodiversité et que tous ces organismes ne disparaissent pas, mais rien que pour notre propre cas, en fait, on a vraiment besoin de cette biodiversité. Donc voilà pour cette petite introduction concernant la biodiversité. Maintenant, je vais vous faire une petite introduction concernant plus particulièrement les pesticides, mais je pense qu'aussi vous savez déjà tout ça très bien. Donc, d'après le règlement européen qui est consacré à la mise sur le marché de ces pesticides, la définition un peu officielle, c'est que ce sont des substances qui sont destinées à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, ou prévenir leur action, détruire les végétaux indésirables, ou même assurer la conservation des produits végétaux. Donc c'est notamment le cas des fruits ou des légumes qui sont stockés avant d'être commercialisés, ou même qui peuvent être stockés dans des silos, etc. Il y a des pesticides qui sont utilisés pour les conserver. Et donc les 4 principales catégories de pesticides, ce sont donc les herbicides, pour détruire des mauvaises herbes adventices, donc malheureusement par exemple des coquelicots. Vous avez les fongicides qui détruisent les champignons indésirables comme les moisissures, donc typiquement le mildiou par exemple, qui est un vrai problème pour la vigne. Les insecticides pour détruire des insectes indésirables comme les pucerons, ou les mollusquicides pour détruire donc, des mollusques indésirables comme les limaces. Donc pour ce qui concerne leurs usages, donc actuellement les chiffres montrent qu'en zone agricole, ça représente à peu près 90% des ventes de pesticides, et les zones non agricoles, environ 10% des ventes. Sachant que, comme je vous l'ai dit, depuis 2019, en fait, dans les zones non agricoles, seuls sont autorisés donc, des produits de biocontrôle, donc, comme je vous disais tout à l'heure, extraits de plantes, coccinelles, macro-organismes, etc. Les produits qui sont dits à faible risque et les produits qui sont autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique. Donc, le biocontrôle étant différent de l'agriculture biologique. Ce sont des concepts très franco-français qui sont un peu différents. Mais bon, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que seuls sont autorisés vraiment des produits qui ne présentent a priori pas trop de risques pour la santé humaine, la santé de l'environnement, etc. Donc pour le cas français, donc les derniers chiffres indiquent 65 000 tonnes de pesticides vendus en 2023. Donc en gros, depuis plusieurs années, ça stagne plus ou moins autour de ces quantités-là, 70 000 tonnes, 65 000 tonnes, ça fluctue plus ou moins en fonction des années, aussi parce qu'en fonction du climat, les cultures peuvent être plus ou moins attaquées. S'il fait très humide, il y a beaucoup de mildiou, beaucoup de fongicides, d'utilisation de fongicides, ou inversement, si la nuit sèche, il y a moins de problèmes. Et on entend souvent que la France est le premier consommateur de pesticides en Europe et que voilà, nos agriculteurs français consomment trop. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la France, c'est la plus grande surface agricole de l'Europe. Et en fait, si on rapporte les quantités vendues à la surface agricole, on est totalement dans la moyenne européenne. Les agriculteurs français ne consomment pas plus de pesticides que leurs homologues d'autres pays. Actuellement, il y a 422 substances actives pesticides autorisées en Europe, mais en France, il y en a 299. Donc vous pouvez voir aussi que la France, elle est quand même plus stricte que d'autres pays d'Europe. Il y a moins de pesticides autorisés en France que dans d'autres pays. Mais ça représente quand même 300 substances différentes qui sont potentiellement remises dans l'environnement. Et ça représente donc 1500 produits commerciaux, donc c'est-à-dire un produit commercial, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une substance active avec différents coformulants. Sachant que les coformulants, ils peuvent aussi avoir un rôle dans la toxicité d'un pesticide, aussi bien pour les organismes de l'environnement que pour la santé humaine. Et donc les ventes se répartissent... Question. Oui. S'il vous plaît, sur les 65 000 tonnes là, oui. Donc ça c'est tous les ans. Oui. C'est ça. Oui. Et donc il doit y avoir un taux de, je sais pas, de disparition progressive ou pas? Dans l'environnement? Dans l'environnement, comment ça s'accumule
tout s'accumule ou il y a un taux de disparition ou quel est le taux de demi-vie, on dirait, pour que les choses s'en aillent? Oui, c'est ça. Donc effectivement, la persistance elle est exactement quantifiée comme ça, par un temps de demi-vie. Et en fait, cette demi-vie, elle est extrêmement variable d'un pesticide à l'autre. Oui. Il y en a pour qui c'est vraiment très court, ça peut être un jour ou deux, enfin, vraiment. Et il y en a d'autres où ça peut être plusieurs, voire centaines d'années. C'est le cas qu'on a vu aux Antilles avec la chlordécone, typiquement, là qui pollue les sols pour encore 400 ans. Donc voilà. Alors ce type de pesticide n'est plus autorisé, mais malheureusement, l'environnement étant contaminé, on ne sait pas quand on va récupérer un environnement sain, donc ça va être très long. Mais donc voilà, donc il y a effectivement des pesticides qui se dégradent très vite et d'autres très lentement. Et donc c'est vraiment variable en fonction de la molécule, mais ça varie aussi en fonction du climat, du type de sol dans lequel se retrouve le pesticide. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on sait que la plupart des sols, enfin je vais vous montrer juste après, il n'y a pas que les sols. Les sols et l'eau, on retrouve énormément de pesticides dans des concentrations plus ou moins fortes. Il y a des cas où c'est des concentrations un peu négligeables, d'autres où c'est des concentrations importantes. Mais effectivement, c'est pas du tout pour faire peur, mais la plupart de l'environnement est contaminé par les pesticides. Oui, voilà, c'est ça, principalement en zone agricole. Plus on s'éloigne de la zone agricole, plus la contamination diminue. Tout à fait. Je viens de comprendre que les herbicides étaient dans les pesticides. Oui. Ça, c'est un bon point. La question maintenant, depuis que le certificat a été introduit, quelle est la courbe, la chute de consommation des pesticides? Elle n'a pas beaucoup changé. Elle tend à stagner quand même depuis une bonne dizaine d'années. D'où le fait que les objectifs, d'où le fait que les objectifs du plan Ecophyto ne sont toujours pas atteints. Par contre, ce qui y a quand même une chose qui est assez importante, c'est que les quantités, les tonnes vendues sont à peu près constantes, mais le nombre de pesticides CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, a vraiment diminué de plus de 30%. Donc, en fait, voilà, les tonnes, le tonnage toujours autour de 70 000, mais les substances dangereuses sont beaucoup moins commerciales, achetées et utilisées qu'avant. Vous parliez tout à l'heure de coccinelle. La libération de coccinelle est gérée comme une libération de pesticides classique de produits? Alors c'est un cas un peu différent parce que là c'est des macro-organismes de biocontrôle et en fait là c'est même pas la réglementation européenne, c'est un décret national. Et donc en fait ce décret national des macro-organismes il est un petit peu il est différent des autres. Donc effectivement il y a deux cas. Il y a soit des macro-organismes qui sont déjà présents en France et donc là leur utilisation à la limite ne pose pas particulièrement de problème parce que c'est des espèces déjà installées, il n'y a pas de risque de compétition avec des espèces locales puisqu'elles sont déjà là. Et après il y a les macro-organismes donc, qui proviennent d'autres pays. Et là c'est une question beaucoup plus délicate parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent invasifs. Et donc il y a eu notamment depuis quelques années le problème de la coccinelle dite asiatique, la Ammoniax sylvilis, qui a été introduite justement pour lutter contre les pucerons. Et en fait cette coccinelle, elle se reproduit plus vite et plus rapidement en saison que notre coccinelle locale. Donc elle a pris les ressources de nourriture de la coccinelle locale. Il y a même eu du cannibalisme, donc elle mord la coccinelle. Ah oui. Et donc voilà, c'est typiquement un problème qu'on peut rencontrer avec des macro-organismes de biocontrôle quand c'est mal géré au départ, justement, le fait d'utiliser des macro-organismes étrangers. Mais depuis ce décret, c'est beaucoup plus cadré qu'avant, et donc ce problème-là n'est pas censé se reproduire. Mais sinon, effectivement, après, dans les décrets, leur utilisation ressemble à celle d'un pesticide, c'est-à-dire que vous avez un usage pour lequel c'est autorisé, une dose, des périodes d'application, etc. C'est géré un peu comme un pesticide classique. Pour revenir sur votre exemple de coccinelle asiatique, de toute façon, là, c'est quelque chose qui a été fait. Oui. On ne peut pas revenir en arrière. Et non, c'est tout le problème tout le problème de toutes ces espèces invasives qui ne sont pas, même la perruche verte par exemple, c'est pas un pesticide, mais on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que les pesticides dits bio font partie de vos des tonnages? Par exemple, la pilule bordelaise, tout ça de cuivre, fait partie de ça. Donc, oui, le cuivre et le soufre notamment. Ça module quand même. Oui, c'est souvent des gros tonnages, effectivement, par rapport aux autres molécules de synthèse organique. Effectivement, oui, ça représente quand même un tonnage important. Oui, même si on les a diminués, divisé les doses par deux. Pour l'instant, on continue à en vendre autant. Oui, ça ne diminue pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de refaire un nouveau plan Ecophyto, même en changeant
les façons d'évaluer. Enfin, vous avez peut-être entendu parler d'indicateurs de fréquence de traitement, du NODU. Il y a eu toute une polémique aussi, c'est justement des indicateurs qui ont été mis en place dans le cadre du plan Éco-Phyto pour essayer de voir si vraiment on arrivait à diminuer de 50% l'utilisation des pesticides. Et comme ces indicateurs ne permettaient pas de montrer qu'il y avait une diminution de 50%, parce que ce n'est pas le cas, ils ont changé d'indicateur. Donc au niveau européen, ils ont créé un nouvel indicateur qui est complètement absurde et qui n'a aucun sens, mais qui permet de montrer une diminution miracle. Donc voilà. Changer de terme. Donc l'INRA a beaucoup dénoncé aussi ce problème. Donc il y a eu 65 000 tonnes en 2023. En 2022, à peu près, C'était 67 000, si je me souviens bien. Oui, en fait, en général, c'est autour de 70 000 tonnes pour une dizaine d'années, plus ou moins. C'est dans le bon sens. Ouais. Mais de toute façon, ce sont des tonnes, donc il faut quand même un aspect qualitatif, parce que Bien sûr, une bien tonne sûr. d'un produit inoffensif, Oui, tout c'est pas à très fait. grave. Absolument. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, il y a les ventes, mais tout ce qui est vendu n'est pas non plus forcément utilisé. C'est ça aussi qu'il faut... Le petit côté positif, ça dépend vraiment des années. Il y a des années climatiques où les cultures sont très infestées, ils traitent beaucoup, et puis, parce que souvent ils achètent les pesticides de manière anticipée. Et si par exemple il n'y a pas de problème majeur avec la culture, ils vont moins traiter, ils ne vont pas forcément utiliser ce qu'ils ont acheté. Comment sont éliminés les produits non utilisés? Ah bah là c'est réglementé également, ils sont censés les déposer donc dans des décharges, les rapporter, pour qu'ils soient traités. Y compris les emballages vides d'ailleurs, les emballages vides aussi c'est pareil. Tous les produits utilisés en biodynamie, par exemple, comme la silice, sont intégrés dans la notion de pesticide. Alors, effectivement, tout ce qui est pesticides, dit pesticides avec une action pesticide, mais que ce soit des produits vraiment très chimiques ou des produits naturels, ils ont été intégrés dans l'expertise. Sauf que, en fait, on s'est aperçu que, par exemple, pour la catégorie produits de biocontrôle, il y a des résultats dans la bibliographie scientifique, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport aux pesticides de synthèse. Mais il y en a quand même. Donc, on les a intégrés effectivement dans cette expertise. Donc voilà pour ce petit bilan. Et oui, ça c'était pour vous illustrer en fait la diversité des structures chimiques des pesticides. Donc je vous ai mis des herbicides, des fongicides et des insecticides. Donc vous voyez visuellement que en fait les structures chimiques elles sont très différentes d'une molécule à l'autre. Donc là c'est que quelques exemples. Donc ça rejoint la question qui m'a été posée tout à l'heure sur la persistance. Le fait que tous ces pesticides ils aient des structures chimiques différentes, ça fait qu'ils vont avoir un comportement dans l'environnement différent, c'est-à-dire qu'ils vont être plus ou moins persistants, plus ou moins mobiles, donc mobiles, c'est-à-dire un risque de contaminer les eaux souterraines notamment, et ils vont aussi avoir des toxicités différentes. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est une question qui reste très complexe, parce qu'il y a une grosse diversité de structures chimiques, et après ça dépend aussi du milieu, du climat, du type de sol, etc. Voilà, après cette petite introduction, je vais vous présenter maintenant les résultats qui sont issus de cette expertise. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement les résultats une synthèse de la contamination de l'environnement par les pesticides. Ensuite, le cœur du sujet, c'est-à-dire les impacts sur la biodiversité. Donc je vais vous présenter ça de manière assez générale et assez brève. Et je ferai un petit focus sur les néonicotinoïdes dont on parle beaucoup depuis un mois, avec les dérogations qui sont en cours la loi va être probablement votée à la fin du mois. Ensuite, très brièvement, je vous présenterai 2 ou 3 diapos sur les fonctions écosystémiques et les services écosystémiques. Et puis, quand même, lueur d'espoir, quel levier d'action on a pour essayer de limiter un petit peu ce désastre. Voilà, donc, pour ce qui concerne la contamination de l'environnement, donc, comme vous le savez, il y a une grande diversité de milieux et de matrices qui sont susceptibles d'être contaminées. Donc aussi bien le milieu atmosphérique, l'air. Notamment, on sait qu'au-dessus des parcelles agricoles, c'est là que la contamination de l'air par les pesticides va être la plus importante. Mais on sait aussi, malheureusement, que les masses d'air se déplaçant avec les courants, etc., elles peuvent transporter des pesticides par voie aérienne jusqu'aux régions subpolaires ou jusqu'à l'océan profond. Donc on peut retrouver vraiment très loin. Bien sûr, le milieu terrestre, le sol, en particulier là où les pesticides sont appliqués, et les milieux aquatiques, donc que ce soit les milieux marins ou les eaux douces, donc les cours d'eau, les étangs, etc. Et donc la synthèse de ce qu'on a trouvé dans la bibliographie, donc vous voyez ici les petits hexagones, en jaune les herbicides, en bleu les fongicides et en rouge les insecticides.
Donc on a positionné en fait sur toutes les zones ou organismes contaminés. Et donc vous voyez malheureusement sur ce graphique qu'effectivement il y a une présence assez généralisée des pesticides dans la plupart des milieux. Ça, c'est un problème. Qu'on retrouve aussi des mélanges de pesticides, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le sol aussi bien des herbicides que des fongicides ou des insecticides. Que, comme je le disais juste avant, la contamination elle est la plus importante dans les zones agricoles. Mais un point très important, donc ce qu'on a pu mettre en évidence dans la bibliographie, c'est que pour les pesticides qui sont interdits depuis plus ou moins longtemps, on observe quand même au cours des années une diminution des concentrations dans le milieu. Donc c'est quand même très encourageant. Ça veut dire que quand on interdit des pesticides, au bout d'un moment, ils vont finir par s'éliminer totalement de l'environnement. Donc bien sûr avec les limites qu'on peut rencontrer avec la chlordécone par exemple aux Antilles, ou d'autres, ou le lindane par exemple dans le nord de la France. Alors, ce qu'il faut aussi quand même souligner, c'est que le suivi dans l'environnement, il est quand même parcellaire, donc on appelle ça un effet réverbère, c'est-à-dire que bien sûr, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, voilà, donc les méthodes d'analyse font qu'il peut y avoir plusieurs centaines de pesticides qui sont recherchés dans les milieux, mais c'est jamais exhaustif. Et notamment, je parlais tout à l'heure des produits de dégradation des pesticides, ils sont pas non plus, ils sont loin, très loin d'être recherchés de manière exhaustive dans le milieu. Donc, cette contamination, elle est connue. Mais effectivement, on sait qu'il peut y avoir d'autres pesticides ou d'autres produits de transformation. Donc c'est ce que j'ai indiqué un petit peu ici. Et notamment, on n'a pas trop de recul par rapport aux pesticides qui ont été récemment mis sur le marché. Et puis, pareil pour l'outre-mer. Il y a beaucoup de mesures qui sont faites, mais on manque quand même de données. Voilà, ça c'était pour la contamination du milieu. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par produit de transformation? Alors, c'est parce que quand le pesticide, c'est une molécule chimique. Et quand il se retrouve dans un milieu, dans le sol, dans l'eau ou même dans l'air, il y a des processus de dégradation qui sont mis en œuvre. Donc par exemple, quand ils sont dans le sol, la molécule chimique, elle est attaquée par les micro-organismes qui sont présents dans le sol. Donc la molécule est cassée en plusieurs morceaux, donc ça forme des nouvelles molécules qui peuvent elles-mêmes avoir leur propre persistance, leur propre toxicité. Mais la dégradation, elle est souvent d'origine biologique, en particulier dans le sol, mais elle peut être aussi, ça peut être des réactions chimiques d'hydrolyse, ou dans l'atmosphère de photodégradation par exemple. Ouais. Donc ça multiplie en fait le nombre de molécules, enfin de contaminants qu'on retrouve dans l'environnement. Il n'y a pas que la substance du pesticide de départ, mais il y a aussi ces produits de transformation. Et donc il y en a tellement en fait, de produits de transformation, surtout pour certaines molécules qui ne sont pas tous recherchés. Après, il y en a beaucoup aussi qui dégradent très vite, qui ne sont pas du tout toxiques, c'est pas non plus forcément critique systématiquement, mais on sait qu'il y en a qui peuvent vraiment poser problème. Alors maintenant, l'impact des pesticides sur la biodiversité. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure, donc le déclin de la biodiversité, en fait, il est multicausal. Et donc, tous ces facteurs ne sont pas indépendants. Donc, le déclin de la biodiversité, il est dû au changement climatique, à la dégradation et à la perte des habitats. Donc, par exemple, on sait qu'effectivement, si on rase des forêts, si on enlève des zones naturelles, forcément, on va détruire des habitats de certains organismes, des oiseaux, des insectes, etc. Et donc forcément, ça contribue à l'érosion de cette biodiversité. Il y a le problème des espèces invasives, dont on parlait tout à l'heure, donc les coccinelles ou bien même les perruches, ou certaines plantes comme l'ambroisie. Vous avez la surexploitation des espèces, donc par exemple dans la mer avec la surpêche, donc ça c'est aussi un vrai problème. Les maladies et épidémies qui peuvent effectivement ravager aussi bien des animaux que des plantes. Et puis la pollution, donc chimique. Et dans cette pollution chimique, il y a les pesticides, donc comme on disait tout à l'heure. Et en fait, donc, toute la question qu'on s'est posée, c'est quel est le rôle des pesticides dans le déclin de cette biodiversité. Enfin, il est avéré, et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc si on se réfère aux résultats qui sont présents dans la bibliographie, on sait que les pesticides sont sans aucun doute les principaux responsables du déclin de certains organismes. Et en particulier, les pesticides sont responsables du déclin des oiseaux, donc des invertébrés terrestres. Donc les invertébrés terrestres, c'est les insectes en gros, et des invertébrés aquatiques. Donc les invertébrés aquatiques, c'est des larves d'insectes, des petites crevettes, enfin ce genre de petits organismes qu'on peut trouver dans les milieux aquatiques. Donc ça, c'est vraiment avéré. Donc dans les invertébrés terrestres aussi, j'aurais pu mettre les vers de terre aussi, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est avéré. Les pesticides sont une des causes majeures du déclin de ces catégories d'organismes.
Ensuite, il y a des très fortes suspicions. Donc les résultats qui sont existants dans la littérature le montrent, mais il n'y a pas beaucoup de résultats, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être complètement affirmatif, mais c'est quand même très probable. Ils impactent aussi donc, les chauves-souris et les amphibiens. Et ensuite, on a aussi une forte suspicion que les pesticides impactent donc, les vertébrés terrestres. Donc les vertébrés terrestres, en gros, c'est les mammifères terrestres. Les vertébrés aquatiques, donc ce sont les poissons ou les mammifères aquatiques, comme les dauphins ou les baleines. Les micro-organismes, d'une manière générale, et les plantes. Donc voilà, donc on sait à peu près que les pesticides ont un impact certain sur un certain nombre d'organismes et un impact très probable sur d'autres. Alors, quels sont les effets qu'ont ces pesticides sur tous ces organismes? Donc, il y a deux catégories d'effets. Donc, vous avez d'abord les effets directs, qu'on appelle les effets directs. Donc, des effets létaux, bon, c'est-à-dire que le pesticide, il tue l'organisme, voilà, il cause la mort de l'organisme. Mais vous avez aussi des effets sublétaux, c'est-à-dire que le pesticide, il ne tue pas l'organisme, mais il va quand même avoir des effets qui vont fortement impacter sa santé et qui peut, à terme, bien sûr, conduire à la mort de l'organisme. Et donc, ces effets sublétaux, donc les pesticides peuvent s'attaquer au système nerveux des organismes, à leur système immunitaire, leur système endocrinien, au microbiote notamment intestinal, et il y a aussi des effets sur le comportement. Donc par exemple, une abeille qui est exposée à un pesticide peut avoir une hyperactivité, peut ne pas être capable de retrouver sa ruche, peut avoir des difficultés à voler, etc. Donc ça c'est un exemple. Donc ça c'est les effets directs, et vous avez aussi des effets indirects, c'est-à-dire que l'utilisation d'un pesticide va par exemple faire disparaître la ressource alimentaire d'un organisme. Par exemple, les oiseaux insectivores, s'ils ne trouvent plus d'insectes, ils vont mourir. Donc ils ne meurent pas parce qu'ils consomment un pesticide, mais ils meurent parce qu'il n'y a plus l'insecte qu'ils ont l'habitude de manger, qui lui-même a été éradiqué par le pesticide. Les pesticides peuvent aussi dégrader et détruire les habitats. Donc par exemple, un herbicide qui va détruire tout un tas de mauvaises herbes, entre guillemets, qui servent d'habitat à des insectes, par exemple. Ça peut modifier aussi l'intensité de prédation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce qui devient invasive ou au contraire une espèce qui disparaît. Et puis enfin, il peut y avoir aussi une variation de la compétition par rapport aux ressources, c'est-à-dire que si la ressource diminue, il peut y avoir plusieurs organismes qui rentrent en compétition avec à terme une disparition de l'organisme qui n'a pas été le plus fort pour récupérer sa ressource alimentaire. Donc voilà les grandes catégories d'effets que causent les pesticides à cette biodiversité. Si on prend un exemple, donc le cas des insectes, qui est quand même assez emblématique, et surtout les pollinisateurs, donc les abeilles notamment. Donc les pesticides sont la deuxième cause la plus importante du déclin des populations d'insectes après la perte des habitats. Et donc on sait notamment que les néonicotinoïdes, dont on parle beaucoup, et les pyrétrinoïdes, donc, qui sont par exemple la deltamétrine ou la cypermétrine, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Voilà, donc ce type d'insecticides ont des effets particulièrement délétères sur la biodiversité. Et de fait, donc, les néonicotinoïdes ont été très étudiés, et on sait qu'ils sont impliqués aussi dans le déclin d'autres organismes comme les chauves-souris et les oiseaux, mais j'y reviendrai après. Et donc, en fait, ce qu'on a quand même observé dans la bibliographie, c'est que, en général, c'est vrai que les études publiées, ce sont des études qui montrent des effets. Donc, si ça se trouve, il peut y avoir des études qui montrent pas d'effets, mais elles ne sont pas publiées. Donc, peut-être qu'il y a des cas d'espoir où il y aurait des pesticides. Ce qu'il faut, enfin, souvent, la publication, il faut qu'il y ait un effet. Et un autre point, par contre, qui est un petit peu plus problématique, c'est qu'il y a vraiment des pesticides qui sont extrêmement étudiés, mais massivement étudiés, comme les néonicotinoïdes ou même le glyphosate, par exemple, et d'autres pas du tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet réverbère. Donc, c'est-à-dire qu'on va stigmatiser certains pesticides, à juste titre, hein, je ne dis pas le contraire, mais on va passer sous silence d'autres pesticides qui sont moins étudiés, mais qui peuvent avoir des effets tout aussi négatifs sur la biodiversité. Mais bon, c'est parce qu'il y a des effets de mode, il y a aussi la question des financements, c'est-à-dire que si des financements sont fléchés sur un type de pesticide, ben, tout le monde va travailler sur ces pesticides-là, etc. Donc il y a beaucoup de causes qui font qu'il y a des molécules plus étudiées que d'autres. Après, donc, il y a d'autres groupes d'organismes pour lesquels les impacts des pesticides sont moins connus, mais il y a quand même des effets négatifs. Par exemple, sur les micro-organismes, on sait que les fongicides vont entraîner une diminution de la structure, de la diversité et de l'activité des communautés de micro-organismes. Si on s'intéresse aux plantes non cultivées, logiquement, les herbicides vont faire diminuer la biomasse, la floraison. On a des changements de composition, c'est-à-dire qu'il y a des
mauvaises herbes, entre guillemets, des adventices, qui peuvent disparaître. Et donc la composition de la flore adventice est modifiée par l'usage des herbicides. Pour les reptiles, on sait que notamment pour les lézards, l'usage des pesticides va diminuer l'abondance du nombre de lézards, d'une population, va diminuer leur survie et va modifier aussi le sexe ratio. Et puis pour les amphibiens, on sait que l'usage des pesticides va entraîner des maladies via des effets directs. Par exemple, ça va modifier l'immunotoxicité ou les systèmes endocriniens. Et puis, ça peut modifier la dynamique des pathogènes. Et on sait donc que les pesticides vont entraîner une mortalité des amphibiens, des problèmes de développement, des échecs de reproduction, etc., etc. Et donc, en fait, pour ce type d'organisme, même si on a quand même des preuves que les pesticides ont vraiment des effets négatifs, il reste encore beaucoup de recherches à mener. Donc voilà pour ces généralités de l'impact des pesticides sur la biodiversité. Donc là, je vais vous faire un petit zoom sur les néonicotinoïdes, parce qu'on en parle beaucoup depuis un mois. Notamment de l'acétamipride. Alors, un petit rappel, donc les néonicotinoïdes, ce sont donc des insecticides systémiques, donc c'est ça le problème, c'est-à-dire, c'est un des problèmes, quand ils sont appliqués en traitement, en fait, ils se distribuent dans toute la plante. Donc aussi bien dans le pollen, dans le nectar, dans les pétales, dans la tige, dans les feuilles, etc. Et donc forcément, comme ils se distribuent dans toute la plante, et notamment pollen, nectar, bien évidemment, les insectes pollinisateurs sont extrêmement exposés à ces insecticides. Donc ils agissent sur le système nerveux des insectes, donc, qui provoquent la paralysie, donc, puis la mort. Donc ces néonicotinoïdes, ils sont utilisés en agriculture, mais ce sont aussi des produits vétérinaires que vous pouvez trouver pour traiter les puces, pour les chiens ou les chats par exemple, ou en biocide. Donc biocide, c'est les insecticides qu'on utilise nous dans nos maisons, c'est-à-dire c'est pas les usages agricoles, c'est les usages domestiques. Ils sont souvent, donc en agriculture, ils sont souvent utilisés en traitement de semences. Donc en fait, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que la graine, elle est traitée, elle est enrobée de néonicotinoïdes, et donc quand elle germe, forcément, ils se répandent dans toute la plante, d'autant plus que c'est systémique. Il y a 5 néonicotinoïdes qui ont été très utilisés, parce qu'on va voir qu'ils ne sont plus tellement autorisés. Donc l'acétamipride, dont on parle beaucoup en ce moment, clothianidine, imidacloprid, thiacloprid, thiamétoxam. Vous avez ici les structures chimiques, donc c'est 5 néonicotinoïdes. Alors, en France, c'est quand même important de le souligner, la France, elle a été pionnière pour interdire ces insecticides. Donc c'est vraiment le premier pays qui a décidé, par principe de précaution, d'interdire ces insecticides depuis 2018. Donc, par exemple, la clothianidine, imidacloprid, thiacloprid, thiamétoxam sont interdits en France depuis 2018, mais en Europe, ils l'ont été qu'en 2019 et 2020. L'acétamipride, c'est le seul néonicotinoïde qui est encore autorisé en Europe. Donc, il a été interdit en 2018 en France, mais vous avez dû très fortement entendre parler de cette loi récemment, qui sera rediscutée le 30 juin. Et donc, cette loi, en fait, elle veut qu'il y ait des dérogations pour réutiliser les néonicotinoïdes, et notamment l'acétamipride, donc pour justement les cultures de noisettes en particulier, ou les cultures de betteraves. Voilà, donc si vous voulez, ce qui est bien, c'est que ça a été interdit assez précocement en France, mais malheureusement, il y a régulièrement des dérogations qui sont quand même fournies, parce qu'à un moment donné, il y a des impasses agronomiques, c'est-à-dire que par exemple, les producteurs de betteraves ont perdu leur récolte parce qu'il y avait une invasion d'un puceron. Ça a provoqué la jaunisse de la betterave, et donc ils ont demandé à ce que l'imidacloprid et le thiamétoxam soient réautorisés. Et donc ils ont été réautorisés pour des saisons culturelles. Et donc avec cette fameuse loi qui va être discutée, ils seront peut-être de nouveau autorisés, en particulier l'acétamipride. En fait, je réalise quand vous parlez des néonicotinoïdes par rapport à la liste tout à l'heure que vous avez mis de tous les pesticides. Oui. En fait, les néonicotinoïdes, c'est un petit bout des pesticides. Oui. En fait, on parle, on a mis, comme vous disiez, le projecteur, un zoom sur les néonicotinoïdes, mais tous les autres, ils sont autorisés. Oui, en fait, c'est ça. Alors, je parlerai de la réglementation un petit peu plus tard, mais effectivement, donc en France, il y a 300 pesticides autorisés, donc c'est moins que dans le reste de l'Europe. Mais effectivement, alors, tous ces pesticides autorisés, ils sont plus ou moins dangereux, ils ont plus ou moins d'effets pour la santé humaine ou pour l'environnement. En fait, ils sont tous toxiques. De toute façon, parce que c'est des molécules qui sont faites pour détruire quelque chose, une plante, un insecte ou un champignon. Donc ils ont tous un mécanisme de toxicité.
qui est plus ou moins à large spectre, on l'a discuté tout à l'heure, et qui peuvent avoir plus ou moins un impact sur d'autres organismes. Et au départ, d'ailleurs, les néonicotinoïdes, ils avaient été entre guillemets vendus en disant oui, c'est un mode d'action qui est très spécifique, donc qui va cibler que des insectes, ce qui est déjà problématique, mais il n'y aura pas de problème pour les autres organismes. En fait, on s'aperçoit dans la vidéo, ce que je vais vous montrer maintenant, qu'en fait, ils impactent pas que les insectes, hein, mais les oiseaux, les mammifères, les poissons, enfin tout. Et même l'être humain, oui, puisqu'on voit qu'au Japon, ils en détectent dans les fœtus. Et on sait quel pourcentage ça représente les néonicotinoïdes? Alors, je pense qu'il faudrait regarder les chiffres des ventes. Alors, en France, c'est forcément un pourcentage faible, hein, puisqu'ils sont interdits depuis longtemps. Mais je ne saurais pas vous dire en tonnage. En fait, l'inconvénient, c'est qu'ils sont quand même très toxiques, donc même si les doses ne sont pas importantes. Et il y en a en plus qui sont très persistants dans l'environnement. L'acétamipride ne l'est pas tellement. En fait, l'acétamipride, c'est un peu le moins pire des 5. C'est pour ça qu'il est toujours autorisé en Europe. Mais si on regarde les autres, comme je sais pas, le thiaméthoxam ou l'imidaclopride, ils sont hyper persistants dans l'environnement, depuis plusieurs années par exemple. Donc on en retrouve dans les sols, dans l'eau. Donc quand vous dites pas très persistant, pour vous c'est combien de temps? Pas persistant, ça va être quelques jours. Quelques jours, une dizaine de jours, un mois. Ce qu'on considère, enfin, c'est pas moi, hein, c'est la réglementation qui considère que c'est pas persistant. J'ai une question. Si ça affecte aussi les insectes pollinisateurs, oui. Pourquoi on les utilise pour... Alors, parce qu'ils les autorisent, parce qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des mesures de gestion. C'est-à-dire, ils vont dire, il ne faut pas traiter quand la culture est en fleurs, il ne faut pas traiter au moment où les pollinisateurs vont butiner, donc par exemple la journée, etc. Sauf qu'en fait, comme c'est une plante systémique, enfin c'est un insecticide systémique, on va de toute façon le retrouver dans le nectar. Mais c'est souvent pas... En fait, les pesticides, ils sont tous toxiques, plus ou moins, mais ils sont autorisés parce qu'on met en place ils mettent en place des mesures de gestion, qui s'appellent des mesures de gestion des risques. Donc en termes de date d'application, de mode d'application, de... Voilà. En fait, ces corbeilles, ils vont quand même mourir, mais moins, donc ça se verra un peu moins, on va dire. C'est ça, et en plus, ouais, je reviendrai aussi quand je parlais de la réglementation, mais la réglementation, elle dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effets inacceptables. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'effet. Et typiquement, pour les abeilles, ils autorisent une perte de 10% de la taille de la colonie, par exemple. Après, c'est des critères qui sont mis en place comme ça, qui sont discutés au niveau européen avec des experts, bon, ouais, c'est pas trop, et qui arrivent à ce type de conclusion en disant on peut accepter, on peut tolérer 10% de perte d'une colonie d'abeilles, on considère que c'est acceptable et on peut autoriser le... Mais comment se fait-il que les agriculteurs ont si peu de poids finalement? Ouais, oui. Ça, c'est une question que je soulève aussi quand je parlais de la réglementation. C'est qu'il faudrait intégrer dans cette réglementation et dans l'évaluation des risques, il faut intégrer tous ces savoirs de tous ces acteurs-là, des apiculteurs, etc. C'est essentiel de prendre en compte leur... Parce qu'ils observent vraiment ce qui se passe, ils savent, eux. Donc ça, c'est essentiel de prendre en compte ça. Comment on peut contrôler ce phénomène? C'est fiable, il y a vraiment des règles. Pour les mesures de gestion, il est censé y avoir des contrôles, oui, par la DGCCRF notamment. Mais effectivement, ils ne peuvent pas tout contrôler partout, tout le temps. Mais je pense que, honnêtement, je pense que la plupart des agriculteurs, ils respectent ces mesures de gestion, la plupart. Mais elles ne sont pas suffisantes, en fait, c'est ça. Le soufre est-il dans ces produits? Alors, le soufre, il est dans les produits... Alors oui, c'est un pesticide, mais il est dans les produits de contrôle. Ah bon, d'accord. Donc le parasoufre, je peux continuer à... Le soufre, c'est un produit de contrôle. Donc c'est une alternative? C'est biocontrôle. Oui. Donc il y a des alternatives? Il y a des alternatives. C'est quand même plus cher, c'est peut-être pour ça que... c'est pas forcément plus cher, non, c'est pas forcément plus cher, mais c'est quand même très... Le soufre est quand même très utilisé, le soufre et le cuivre, ils sont tous les deux quand même très utilisés. Mais il peut y avoir d'autres problèmes pour le cuivre. Les producteurs de betteraves, ils disent qu'il n'y a pas d'alternative. Oui. C'est vrai ou pas? Oui, alors l'ANSES a produit un rapport en 2018 sur un certain nombre d'alternatives possibles aux néonicotinoïdes pour justement traiter ce puceron-là. Et donc les alternatives, c'est d'autres pesticides, ou bien c'est des alternatives plus agronomiques comme les rotations, mais c'est déjà mis en place, ou les dates de semis, ou des mesures un peu comme ça. Comment se passent les autorisations mises sur le marché? On a l'impression que, de ce que vous dites, on fabrique son pesticide, on le met, et puis après on regarde les conséquences. Non, en fait, c'est la règlement. Donc, au niveau européen, il y a un règlement européen, qui est le règlement 07/2009 CE, qui est dédié à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Donc ce règlement, il est en deux parties.
il y a une partie qui est dédiée à la substance active, donc celle qui a un effet, et une partie qui est dédiée aux produits commercialisés avec tous les coformulants. Pour la partie substance active, en fait, l'industriel qui veut mettre sur le marché son pesticide, il doit réaliser un très grand nombre d'études, alors ça aussi c'est discutable, l'industriel doit réaliser un très grand nombre d'études pour caractériser les propriétés physico-chimiques de la molécule, ses effets sur la santé humaine, les quantités qu'on est susceptible de retrouver dans les denrées alimentaires. Donc, par exemple, si c'est un pesticide du blé, est-ce qu'on va retrouver après le pesticide dans la farine? Il faut caractériser le comportement dans l'environnement, les effets sur les organismes de l'environnement, et il faut aussi prouver l'efficacité du produit. Donc, le notifiant, donc la firme, elle doit fournir toutes ces études. Donc, elle dépose des dossiers auprès d'un État membre, qui sera un État membre rapporteur. Donc, ça peut être la France, ça peut être l'Espagne ou l'Italie, etc. Cet État membre, via une agence, donc en France c'est l'ANSES justement, évalue toutes les études fournies par la firme, qui doivent suivre des normes, des protocoles standardisés. Et à partir de ces études-là, l'État membre rapporteur fait une évaluation des risques pour toutes les sections, santé humaine, environnement, etc. et détermine si le risque est acceptable ou pas. Ensuite, c'est discuté au niveau européen. Si le risque est acceptable dans tous les domaines, la substance active, elle est autorisée. Elle peut entrer dans la composition d'un produit commercial. Et donc la firme, à ce stade-là, elle doit déposer dans tous les pays dans lesquels elle veut commercialiser son produit un nouveau dossier qui caractérise le produit commercial, puisqu'il n'y a pas que la substance, il peut y en avoir plusieurs, et il peut y avoir des coformulants. Donc gros de nouveau, il doit caractériser les propriétés physico-chimiques, l'effet sur la santé humaine, etc. Et donc par exemple en France, c'est l'ANSES qui va évaluer l'ensemble de ce dossier et voir si le produit est efficace et décider si oui ou non il peut avoir une autorisation de mise sur le marché, qui dure 10 ans maximum. Et tous les 10 ans, même au niveau européen, la firme doit redéposer un dossier pour redemander une approbation au niveau européen de la substance, puis ensuite commercialiser son produit. Donc voilà, donc en fait, quand une substance est suffisamment ancienne, il y a non seulement les études qui sont données par la firme, mais on peut aussi se référer à la bibliographie scientifique. Et donc dire, bah oui, mais dans la bibliographie scientifique, ils sont quand même plus... Ils alertent plus, on voit des effets qu'on ne voit pas dans les données des firmes, et donc à ce moment-là, on interdit en France le produit. Mais pour un nouveau produit, on n'a pas de recul, donc c'est plus difficile. Mais malgré tout, la France est quand même un des pays les plus stricts en termes de délivrance d'autorisation de mise sur le marché des produits. Enfin, donc c'est comme ça, c'est toute une procédure qui dure plusieurs années en fait. Sur ce point-là, justement, les autorisations de mise sur le marché sont... la firme le fait forcément dans un pays ou elle peut choisir le pays européen qu'elle veut? Alors au départ, quand elle dépose pour la demande de substance active, elle choisit le pays. Donc souvent ils choisissent soit le pays, parce que donc ils doivent payer pour l'analyse du dossier, donc ils choisissent le pays où c'est moins cher, ou le pays où ça va plus vite. Voilà. Ils sont moins stricts. Ça c'est pour la substance active. Mais après pour le produit commercial, de toute façon ils sont obligés de déposer un dossier dans chaque pays dans lequel ils le demandent. Et comment se situe la France dans le monde par rapport Alors, ça j'en parlerai aussi tout à l'heure, mais effectivement, non mais c'est pas grave, je peux vous dire tout de suite, je passerai plus vite à diapos. Mais effectivement, l'Europe, c'est quand même la réglementation la plus stricte au monde, malgré tout. Et par exemple, si on regarde les États-Unis, le Brésil ou la Chine, il y a beaucoup de pesticides qui sont toujours autorisés dans ces pays-là, qui ne le sont plus en Europe depuis très longtemps, et encore moins en France. Donc même si la réglementation n'est pas parfaite, loin de là même, elle est moins pire qu'ailleurs. Et est-ce qu'on retrouve ça dans le produit final qui est importé? Est-ce qu'on trouve la même rigueur au niveau de... non. Ouais, ça c'est le problème aussi. Les importations. Madame avait une question. C'est censé être contrôlé, mais c'est pas exhaustif. C'est vrai qu'il faut acheter français. Voilà, français et, si on peut, bio. Oui, par rapport à l'impact sur les fœtus, il y a eu, ça implique quoi? Des malformations, des maladies, Ouais, alors honnêtement, je ne suis pas du tout spécialiste des effets sur la santé humaine, mais effectivement pour les néonicotinoïdes, donc on parle beaucoup en ce moment d'une étude qui a été réalisée au Japon, qui montre des effets sur les fœtus, mais je ne suis tellement pas dans ce domaine-là, qui est plutôt médical, que je ne peux pas vous dire. Mais par contre, l'INSERM avait conduit un petit peu avant la nôtre une expertise aussi scientifique collective qui regardait l'impact des pesticides sur la santé humaine, des agriculteurs, des travailleurs et aussi des consommateurs et des riverains, enfin un peu de toutes les populations qui sont susceptibles d'être exposées. Et dans cette expertise, ils ont mis en évidence des liens de causalité quasi certains entre certaines maladies et l'utilisation de pesticides. Il y a eu le cas de Paul François
qui a été dédommagée C'est ça, par exemple. Pas combien de millions, enfin moins qu'aux États-Unis, à cause de son cancer c'est ça, donc ça peut être des cancers, des maladies neurologiques, voilà. Alzheimer. Aussi, Alzheimer, oui, justement. Voilà. Mais là, je suis pas trop... J'ai recherché bien. Mais l'expertise INSERM, oui, elle est disponible pareil, il doit y avoir un résumé aussi qui synthétise. La féminisation aussi. Oui, c'est ça, le changement du sexe ratio, tout ça, oui, absolument. Chouette. Ouais. Alors, les néonicotinoïdes. Donc je vais vous donner quelques exemples des effets qu'ils ont sur les mammifères, les oiseaux et les pollinisateurs, bien sûr. Donc comme je vous disais, les néonicotinoïdes impactent les pollinisateurs parce qu'on le retrouve dans le pollen, le nectar et d'autres parties de la plante. Ce qui fait que les abeilles, par exemple, elles sont exposées à ces pesticides, aussi bien par voie orale, c'est-à-dire par ingestion, quand elles consomment par exemple du nectar, mais aussi par contact. Donc il peut y avoir une exposition cutanée qui peut ensuite pénétrer le derme et donc atteindre aussi les abeilles par cette voie. Donc cette exposition a été démontrée à de très nombreuses reprises. Donc là je vous ai mis quelques chiffres. Par exemple, on retrouve dans le pollen des fleurs, dans toutes les mesures qui ont été faites, on peut retrouver dans 69% des pollens étudiés, on peut retrouver des imidacloprides. On en retrouve aussi dans le miel. Et puis dans les abeilles qu'on dose, puisqu'elles sont donc exposées par ingestion ou par contact cutané. Est-ce que les insectes souffrent ou éprouvent de la douleur sur un rapport à ça? Alors, il y a des comités d'éthique, effectivement, qui débattent de ces questions-là. Et effectivement, alors autant par exemple, je crois que dans ces comités d'éthique, ils vont considérer qu'un ver de terre ne ressent pas de douleur. Mais par contre, effectivement, un insecte ou un oiseau ou un mammifère, l'abeille qui ne retrouve pas sa ruche, elle meurt de toute façon. Alors, donc ce que l'on sait, c'est que pour les abeilles domestiques, ces néonicotinoïdes entraînent bien évidemment de la mortalité, une plus haute sensibilité donc aux pathogènes, des diminutions de la mémoire et des capacités d'apprentissage. Un point d'espoir, c'est qu'on observe quand même certains mécanismes de compensation au sein des colonies, c'est-à-dire que les colonies, elles sont capables plus ou moins de je ne vais pas dire de se reconstituer, mais bon voilà, elles ont une forme de résilience par rapport à ça. Pour les pollinisateurs sauvages, donc comme les bourdons par exemple, on observe bien sûr une augmentation de la mortalité et une diminution de la reproduction, la production des reines, la croissance, consommation de pollen, recherche de nourriture, vol, endurance, etc. Et pour les papillons, une diminution de la longévité, du développement des populations, des problèmes de migration et d'hivernage. Par contre, pour certaines espèces de papillons, il n'y aurait pas d'effet sur la production d'oocytes ou sur la migration, ça dépend des espèces, mais bon, tout ça est un petit peu discutable. Ensuite, si on s'interroge sur la question des oiseaux, donc l'exposition des oiseaux aux néonicotinoïdes, elle a été démontrée, elle est ubiquiste, c'est-à-dire que quand on fait des dosages, on en retrouve dans leurs œufs, les plumes, le foie, le plasma, les fécès, etc. Donc ils sont assez fortement contaminés. Donc ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, donc vous avez deux catégories d'oiseaux, les granivores et les non granivores, qui sont plutôt insectivores. Pour les granivores, donc en fait, soit un problème majeur, c'est que je vous disais que les néonicotinoïdes sont beaucoup utilisés en semences traitées. Donc eux, ils voient une graine, ils la mangent. Donc voilà, ils sont directement impactés par le néonicotinoïde. Dans les mesures qui ont été faites, on retrouve dans les dosages dans différents oiseaux qui ont été faits, on peut retrouver jusqu'à 93% des oiseaux testés, on peut retrouver des néonicotinoïdes. La période de semis des cultures est bien sûr la plus à risque et on a mis aussi en évidence une exposition répétée chronique, effectivement, qui peut se reproduire tous les ans. Et pour les non-granivores, en fait, ils sont donc exposés via leur proie, c'est-à-dire qu'un insecte peut être contaminé par un néonicotinoïde. L'oiseau consomme cet insecte contaminé, il va donc être lui-même contaminé par la chaîne alimentaire. La mésange, elle est granivore toute l'année, sauf quand elle nourrit ses petits, elle est insectivore. Elle est insectivore, oui. Les néonicotinoïdes sont vraiment identifiés comme une des causes majeures du déclin des oiseaux agricoles, donc par des effets directs ou indirects, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, j'ai listé de manière pas forcément complètement exhaustive tous les effets que les néonicotinoïdes ont sur les oiseaux. Donc altération du comportement, perturbation du vol, diminution de la fertilité, de la reproduction des œufs, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même assez effrayant. Il y en a plus d'oiseaux. Oui, il y en a beaucoup, même des insectes, on voit bien qu'il y en a de moins en moins. D'ailleurs, en Angleterre, ils ont fait un truc très intéressant.
ils font des comptages d'insectes sur les plaques d'immatriculation de voitures. Ah oui, oui. La diminution du nombre d'insectes. C'est assez intéressant, c'est un truc participatif. Et donc on observe effectivement avec plus de limites que ça, puisque ça descend beaucoup de paramètres. Et puis, autre exemple pour la biodiversité terrestre, les mammifères. Et donc par exemple, ils ont fait des dosages dans les cerfs, les renards ou les sangliers. Et donc dans tous les animaux qui ont été testés, ils ont dans 16,5% des cerfs, ils ont trouvé des néonicotinoïdes. Dans 100% des renards et des sangliers échantillonnés. Comment ça se fait qu'il y en a plus maïs. C'est la chaîne alimentaire. Ils mangent plus de produits agricoles et les cerfs plus dans les bois. C'est ça. Des produits qui ne sont pas dans question le milieu d'habitat, agricole. d'habitudes alimentaires, etc. Ces produits-là ne sont pas utilisés dans toute la France, partout, dans tous les champs. Non. Donc, après, on a l'impression, à vous entendre, que tous les sangliers sont... Ah oui. Voilà, non mais... Oui, non mais vous avez tout à fait raison. Quelle est la proportion où se passent où sont épandus ces produits-là, oui. où sont utilisés ces produits-là? Ils ne sont pas utilisés partout, ils sont utilisés non. que sur... Bon, alors voilà, en fait, effectivement, ils peuvent être répandus sur tout le territoire national, en tout cas quand ils étaient autorisés. Oui. Après, effectivement, mais ça dépend effectivement de la culture, donc il y a des rotations. Mais en gros, s'il y a des rotations, une même exploitation peut malgré tout, tous les ans, ils font des rotations sur leur parcelle, donc on peut retrouver tous les ans la même culture sur la même exploitation, pas forcément sur la même parcelle. Donc on peut retrouver. Et c'est vrai qu'un point important, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, mais je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, c'est évidemment en zone agricole qu'on retrouve la contamination la plus importante, aussi bien du sol ou de l'air, que des animaux. Plus on s'éloigne de ces zones traitées, et plus la contamination diminue. Mais cela dit, il y a aussi des études qui ont montré que, par exemple, si on dose des pesticides dans des vers de terre, on retrouve évidemment des pesticides dans les vers de terre prélevés dans les parcelles agricoles conventionnelles, mais on en retrouve aussi dans les vers de terre prélevés dans des zones d'agriculture biologique, ou même quand on prélève dans des haies qui sont entre des champs. En fait, la contamination, elle est quand même assez diffuse, malheureusement, mais centrée sur les zones agricoles. Vous avez tout à fait raison. Rémanence, on le trouve dans les vers de terre, oui, mais est-ce que la terre finit par absorber le produit lui-même, ou c'est indépendant, on ne reste que dans le monde du vivant? Non, en fait, il y a plusieurs processus dans le sol. Il y a des processus de rétention et de dégradation. Et des processus de rétention qui peuvent être à très long terme, plusieurs mois, années, donc c'est des processus physico-chimiques qui sont encore mal expliqués, mais on sait que des pesticides peuvent être piégés très longtemps. Et un exemple emblématique, c'est l'atrazine, qui a été interdite en 2003, mais qui fait quand même toujours, ainsi que ses produits de transformation, qui font toujours partie des substances les plus retrouvées dans les eaux souterraines. Donc il y a une en fait, le système peut piéger les pesticides et les relarguer à plus ou moins long terme par des phénomènes de modification de la phase solide du sol. Et la plantation d'après réabsorbe dans la terre le pesticide? Alors, c'est évalué aussi au moment de la mise sur le marché, c'est-à-dire l'impact sur la culture suivante. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des prélèvements? Et en fait, ça va dépendre du pesticide, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il soit absorbé, par exemple, par les racines de la culture suivante, il faut qu'il soit biodisponible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans la solution du sol. Et donc, ces quantités-là sont variables, et ça dépend aussi du pesticide. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement retenus dans le sol, qui sont finalement pas forcément très biodisponibles, donc pas trop susceptibles d'être prélevés par les racines. Et ensuite, il y a quand même le phénomène de dégradation qui fait que les quantités diminuent au cours du temps et donc sont moins susceptibles de se retrouver dans la plante. Et ça, c'est évalué aussi au niveau réglementaire quand on regarde justement ce qu'on appelle les résidus et les limites maximales de résidus, dont vous avez dû entendre parler, dans les produits de consommation ensuite. Il faut que cette LMR soit inférieure à, bien sûr, la dose toxique pour la santé humaine. Donc c'est évalué, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement il y a 0 pesticide dans la culture suivante. Mais bon, en général, c'est pas forcément un puits fondamental. C'est surtout, ça reste dans le sol, ça peut aller dans l'eau. Comment a été fait l'échantillon des sangliers et des cerfs? Pour dire 100%, c'est pas tous les sangliers. Non. En fait, effectivement, ils ont prélevé ils ont échantillonné dans des zones qui sont autour des zones agricoles. Ça peut être en France, mais ça peut être dans d'autres pays aussi.
Et en fait, quand ils ont fait des dosages, ils ont retrouvé les néonicotinoïdes. Et du coup, les SR aussi à côté des zones agricoles. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, ça dépend aussi de leur habitat, de leur mode d'alimentation, etc. Et ensuite, aussi un point, bon là, la quantité maximum indiquée, elle est assez importante, mais comme les méthodes analytiques ont énormément progressé, on retrouve aussi beaucoup plus de choses maintenant qu'avant. C'est aussi pareil quand on regarde les résidus dans l'eau potable, il y a beaucoup aussi de problèmes qui ont été soulevés par rapport aux résidus de pesticides dans l'eau potable, qu'on n'identifiait pas avant, mais c'est parce qu'en fait les techniques analytiques ont tellement progressé que maintenant on est capable de détecter vraiment des traces dans l'eau potable qui ne sont pas forcément d'impact sur la santé humaine. Donc on les détecte, avant on ne savait pas les détecter, avant c'était zéro. Mais comme les méthodes analytiques ont énormément progressé, les instruments de mesure ont énormément progressé, donc du coup maintenant on est capable de détecter des ultra-traces. Et avant on pensait qu'il y avait zéro, en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais ces ultra-traces n'ont pas forcément un impact sur la santé humaine. C'est souvent inférieur à la dose qui est censée être toxique pour l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il y en ait pas, c'est pas ça que je dis. On a fait une étude sur l'être humain. Ah oui, il y a beaucoup d'études aussi qui sont faites sur les êtres humains, donc avec des dosages aussi bien même dans les maisons, dans les habitats, que dans l'être humain lui-même, dans les cheveux, dans l'urine, dans le sang. Depuis plusieurs années, ils font des dosages dans des denrées alimentaires, un très grand nombre de denrées alimentaires, fruits, légumes, etc. C'est publié aussi, ça tous les ans. Et en fait, ce que les résultats montrent, c'est que dans les denrées alimentaires qui sont consommées en France, en fait, la plupart des denrées alimentaires sont exemptes de résidus de pesticides à des concentrations supérieures à la limite maximale de résidus. Donc ça veut dire que c'est en dessous du seuil toxique, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc malgré tout, ça reste quand même très... c'est plus de 90% des denrées alimentaires, même issues de l'agriculture conventionnelle, et encore plus de l'agriculture biologique, qui présentent des résidus qui sont inférieurs au seuil de contamination. Et notamment les produits bio, là, c'est extrêmement faible le pourcentage de produits non conformes. Mais même les produits non bio, en France, c'est quand même le pourcentage de non-conformité est quand même très faible. Je me demande si la question n'était pas pour savoir si dans le sang circulant des gens ou dans l'urine, on retrouvait ces pesticides. Oui, en dehors des agriculteurs, bien sûr, qui sont oui, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les agriculteurs, bien sûr, les riverains des zones agricoles et des consommateurs lambda. Et effectivement, donc, ils font des dosages, comme je disais, dans le sang, comme vous disiez, dans les cheveux, dans l'urine, etc. Et en fonction des différentes populations, effectivement, on va retrouver des résidus de pesticides dans ces matrices-là. Mais après, là, c'est pareil, c'est des aspects plutôt médicaux que moi, je ne connais pas bien. Je sais qu'on les retrouve. Surtout, plus on est proche, l'agriculteur, bien sûr, premier exposé, et les riverains aussi. Donc, plus on est proche d'une zone de traitement ou d'un traitement, plus le risque d'être contaminé augmente. Voilà. Par rapport aux animaux, j'imagine que les analyses sont faites aussi dans le sang, dans les urines, dans le poil. Dans les muscles aussi, souvent. Dans les muscles, oui. Ah oui, dans les muscles. Ils font souvent des analyses. En fait, là, c'est souvent dans les muscles pour les animaux. Pour ces mammifères. Ouais. D'accord. Alors, en fait, ça peut être soit ils font des prélèvements, soit en fait ils analysent des cadavres quand ils retrouvent des animaux morts. C'est ça qu'ils font. Pour diverses raisons. Pour morts de vieillesse, ou ils ont eu un accident. Ou même peut-être par des chasseurs, ils en profitent pour faire des dosages dans ce qui est rapporté par les chasseurs. D'accord. Je suppose qu'avec les cendillons, on peut mettre une vache, on peut mettre un cheval. Pareil. Oui, il peut y avoir des dosages aussi qui sont faits dans mais voilà, donc ça fait partie. Là, ce que je vous présente, c'est vraiment ce qu'on a trouvé dans la bibliographie. Donc si j'ai pas présenté quelque chose, c'est qu'on n'a pas trouvé. On n'a pas voulu chercher. Non, parce qu'on a vu beaucoup de mots-clés, on a défini vraiment des tas de requêtes, des tas de mots-clés, donc après c'est pas ressorti, c'est qu'il n'y avait pas forcément de résultats sur ces sujets. La différenciation du pourcentage, elle résulte de la promiscuité avec l'humain, quelque part. Oui aussi, puis la proximité avec les zones agricoles et tout ça, oui. Mais voilà, donc c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas non plus dramatiser, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas partout. C'est vraiment les zones agricoles les plus impactées, et plus on s'éloigne de la zone agricole, et moins il y a de contamination. Voilà, puis je vous ai résumé un petit peu les différents effets négatifs qu'on trouve sur les mammifères, comme diminution de croissance, développement, reproduction, etc.
Et par contre, un point qu'il faut quand même souligner, c'est que quand on s'intéresse aux effets des pesticides d'une manière générale ou bien des néonicotinoïdes, c'est souvent des résultats qui sont issus de recherches qui sont faites sur des rats et des souris. Et donc effectivement, c'est pas forcément très représentatif de l'ensemble des mammifères, et en particulier des mammifères sauvages. Ensuite, pour la biodiversité aquatique, 2 exemples, les invertébrés et les poissons. Donc les invertébrés aquatiques, je vous rappelle, c'est des larves d'insectes ou des crevettes par exemple. Et donc on sait que dans les milieux aquatiques, on retrouve régulièrement des néonicotinoïdes à des concentrations qui sont supérieures au seuil réglementaire de la qualité de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais elles montrent quand même, par exemple pour les petites crevettes, qu'il peut y avoir une diminution de la biomasse ou des changements dans l'abondance et la structure des communautés. Pour les arthropodes, donc les insectes, des changements aussi dans l'abondance des communautés. Pour les chironomes, donc ce sont par exemple des larves de moustiques, altération du comportement, changement dans la motilité, la sélection alimentaire. Et pour les gamars, qui sont des petites crevettes aussi microscopiques, une augmentation de la sensibilité aux insecticides. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, toutes ces études, elles sont souvent réalisées à court terme, et finalement, ce qu'on appelle le risque chronique à long terme, il n'est pas très bien connu. Alors, pour les poissons, d'une manière générale, lueur d'espoir, les néonicotinoïdes ne sont pas très toxiques, mais on observe quand même des effets négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément tuer les poissons, mais il y a quand même des effets sublétaux, comme une diminution de l'intégrité des globules rouges, des dommages à l'ADN du cerveau, une sensibilité aux parasites, une augmentation du réflexe de peur, donc les poissons sont beaucoup plus peureux. Voilà. Donc il y a encore besoin d'un certain nombre de recherches pour affiner ces résultats et déterminer vraiment quel est l'impact de ces insecticides sur les poissons. Donc, conclusion pour ces néonicotinoïdes, donc, on les retrouve un peu dans tous les milieux, le sol, l'eau douce, l'air, les milieux marins, donc plus proches des zones agricoles, c'est là où les concentrations sont les plus importantes, puis on s'éloigne, plus elles sont faibles. Donc ils ont des effets directs et indirects, comme je vous l'ai montré. On manque de données sur l'impact sur les vertébrés aquatiques, donc vertébrés type poisson ou mammifères marins. Mais que dans l'ensemble, on peut bien affirmer que ces néonicotinoïdes ont des impacts négatifs sur la biodiversité. Et donc ce serait quand même bien qu'ils ne soient pas réautorisés par dérogation dans un avenir assez proche. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter assez rapidement l'impact des pesticides sur ce qu'on appelle les fonctions écosystémiques, puisque en fait les organismes qui sont présents dans l'environnement, ils sont organismes en tant qu'organismes, mais ils ont des fonctions dans l'environnement. Donc voilà, je vais passer ça rapidement. Et donc parmi les fonctions que la biodiversité peut rendre, on a vu un petit peu, c'est par exemple la photosynthèse, la résistance aux épidémies, ce qu'on a vu un petit peu au début, la production de matière organique, donc quand les micro-organismes ils décomposent les feuilles, etc., ça fait de la matière organique. Et puis la fourniture et le maintien des habitats et biotopes. Et donc on sait que les pesticides vont impacter au moins 8 de ces 12 fonctions. C'est-à-dire que dans la bibliographie, on trouve des résultats qui montrent un effet négatif des pesticides sur 8 de ces fonctions. Et donc si on s'intéresse par exemple aux habitats, donc notamment les herbicides, et le cuivre aussi, ils vont notamment avoir et logiquement avoir un impact négatif sur la végétation, évidemment, puisque le rôle d'un herbicide c'est de détruire une plante. Donc ils vont détruire la végétation aussi bien terrestre qu'aquatique, et donc ça va évidemment aboutir à une dégradation, à une perte des habitats, mais aussi des zones refuges, en particulier pour les insectes et les oiseaux. Et le problème, c'est que on sait déjà, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que la première cause du déclin des insectes, c'est la perte des habitats, qui est due à l'urbanisation, à la simplification des paysages agricoles, etc. Et donc l'usage des pesticides va aggraver en fait cette perte des habitats, et donc du coup va vraiment causer un déclin de la biodiversité des invertébrés et des oiseaux. Et puis, il y a aussi la notion de service écosystémique dont on parle depuis quelques années. Alors, un service écosystémique, je vous ai mis la définition officielle, ce sont les avantages socio-économiques retirés par l'homme de son utilisation durable des fonctions écologiques des écosystèmes. En gros, les écosystèmes, ils nous fournissent bien sûr, il y a le service d'approvisionnement, donc de nourriture. Vous avez le service de régulation et de maintien, donc la biodiversité, comme on disait tout à l'heure, qui peut permettre de limiter des inondations, surtout quand il y a des plantes et des arbres.
Et puis vous avez les services qu'on dit culturels, c'est-à-dire effectivement la beauté d'un paysage, par exemple. Alors il n'y a pas beaucoup de données concernant les impacts des pesticides sur ces services, mais les quelques résultats qu'on a pu trouver, c'est que effectivement, au départ, on peut penser que le pesticide il a un effet positif sur la production végétale cultivée, puisque le pesticide il est fait pour protéger une culture, garantir une récolte, donc garantir notre alimentation. Donc on peut dire bon ben il y a quand même un effet positif. Mais en même temps, le pesticide il va détruire des insectes, donc en particulier il va avoir un impact négatif sur le service de pollinisation ou de lutte naturelle contre les ravageurs, par exemple les coccinelles qui mangent les pucerons. Si on détruit les coccinelles, on est envahi par les pucerons. Et donc finalement, quand on regarde les deux, ben, au final, évidemment, les pesticides, ils ont un impact négatif, même sur le service de production végétale cultivée, puisque en fait, il empêche la régulation naturelle. Donc voilà, donc finalement, il n'y a pas de bénéfice vraiment forcément très marqué de l'usage de ces pesticides, à long terme en tout cas. Si vous dites vrai, oui. C'est pas moi, c'est la biblio. Vu qu'on est dans un marché de concurrence, oui. Il y aurait des agriculteurs qui utiliseraient des pesticides et d'autres qui ne les utiliseraient pas et qui seraient donc plus riches parce qu'ils auraient de meilleures productions en ne les utilisant pas. Alors en fait ça ce serait la théorie, mais oui malheureusement en fait il y a plein de problèmes. C'est aussi la diminution de la diversité génétique des cultures, c'est-à-dire qu'il y a très peu de variétés disponibles actuellement, donc elles sont ultra sensibles aux maladies. Et donc c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué, parce que en fait les agriculteurs ils dépendent des semenciers. Les semenciers ils vendent un certain nombre de variétés qui sont assez limitées, des variétés très productives mais qui sont très fragiles. Et donc elles sont ultra sensibles aux maladies. Et donc effectivement le service de régulation naturelle il n'est pas forcément suffisant actuellement. Et aussi le problème c'est la cohabitation entre des exploitations conventionnelles et des exploitations biologiques. C'est pas toujours évident, puisqu'on sait que par exemple il y a eu des problèmes de contamination l'année dernière ou il y a 2 ans d'un producteur d'agriculture biologique. Quand ils ont fait des dosages de résidus de pesticides dans ces produits, ils ont été déclassés parce qu'en fait ils avaient été contaminés par les pesticides utilisés par la parcelle conventionnelle d'à côté. Bah oui, donc en fait c'est très imbriqué. Et effectivement les pesticides c'est le médicament des plantes actuellement, c'est la solution la plus efficace pour les protéger. En fait il faudrait complètement changer le système global, le système de production, etc. Sachant qu'il faut quand même garantir l'alimentation des populations. Mais c'est possible. A priori, c'est possible. C'est naturel quand même. Oui, tout à fait. Oui. Même l'INRA a beaucoup travaillé sur des scénarios d'agriculture sans pesticides, en proposant plusieurs solutions qui dépendent de différentes mesures qui sont possibles de mettre en place. Mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette, en gros. Les enjeux sont énormes. Comme vous disiez, avant je crois qu'il y avait peut-être 1000 espèces de pommes de terre et maintenant il y en a. Ah oui, c'est la ça a été diversité aussi à cause des bailleurs Syngenta, etc. C'est ça, en fait c'est la privatisation du vivant, avec en plus les semences Terminator, ils sont obligés de racheter chaque année. Donc c'est à nous de faire en sorte que... Non, puis plus on utilise des pesticides, plus on tue la manière naturelle de se préserver contre ce tout à fait. Absolument, c'est un cercle vicieux. Absolument, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'agriculture régénérative maintenant, pour essayer de remettre du vivant dans les sols. Il y a des leviers d'action. Le meilleur pour la fin. Prendre des médicaments contre les maladies. Le premier levier d'action va beaucoup vous surprendre, réduire les quantités de pesticides agricoles. Ça c'est vraiment le truc le plus logique. Et donc d'où une autre expertise qui était en parallèle justement pour analyser les méthodes alternatives de régulation naturelle. Et aussi la prospective INRAE qui a été menée pour une agriculture sans pesticides en 2030. Donc ce n'était pas le propos de notre expertise. Donc nous, on a d'autres leviers d'action possibles. Donc on peut agir au niveau de la substance qui est utilisée en elle-même. Donc on peut notamment, alors ça c'est quand même un point important de la réglementation, depuis plusieurs années, les substances très persistantes et bioaccumulables ne sont plus autorisées. Donc ça limite quand même aussi un petit peu la pollution, la contamination du milieu. C'est aussi d'essayer de développer des substances qui ont des modes d'action très sélectifs, mais bon, c'était ce qui était au départ vanté pour les néonicotinoïdes, et puis en fait on s'est aperçu que c'était pas vraiment
sélectif. Le problème, la possibilité d'améliorer l'efficacité, mais le problème c'est que si on améliore l'efficacité, ça veut dire qu'ils sont toxiques à très faible dose, donc finalement le problème est juste déplacé. Et puis vous avez les produits de biocontrôle. Donc il y a quand même un point d'attention qu'il faut souligner, c'est qu'il y a certains produits de biocontrôle pour lesquels on manque vraiment de connaissances, qui peuvent avoir leur propre toxicité, et donc on ne peut pas affirmer que ce sont des produits qui vont être durables. Mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup mieux que des pesticides de synthèse, je vous rassure. On peut agir aussi au moment de l'application, donc pour éviter la dispersion du pesticide dans le milieu et améliorer son efficacité. Et donc en particulier, mais ça c'est réglementé aussi, c'est-à-dire que les conditions météorologiques jouent un rôle important au moment de l'application. Et donc typiquement, c'est interdit d'appliquer un pesticide avec un vent supérieur à 19 km/h. Et c'est interdit d'appliquer avant des précipitations, etc. Donc ça permet de limiter quand même le transfert dans d'autres compartiments de l'environnement et le manque d'efficacité. Ensuite, le matériel utilisé est aussi très important pour limiter la dérive à la sortie des bus de pulvérisation, qui peut, en fait, par exemple, vous avez ici un tracteur qui traite en bord d'un cours d'eau, donc il y a une zone quand même qui n'est pas traitée, mais s'il y a de la dérive, forcément ça peut se retrouver dans le cours d'eau. Donc l'utilisation de matériel de pointe et qui soit bien entretenu, c'est aussi un levier pour réduire entre 40 et 75% la dérive du pesticide en dehors de la zone traitée. Et puis, il est aussi possible d'agir sur le type de formulation commercialisée. Il y a des formulations qui permettent de produire des gouttes qui sont plus lourdes. Et donc plus la goutte est lourde, et moins elle va sortir de la zone traitée. Donc ça, c'est des leviers d'action qui sont déjà mis en œuvre. Ensuite, il est aussi possible d'agir au niveau de la parcelle traitée, parce que en fait, donc, le sol, c'est forcément le premier compartiment qui va recevoir le pesticide. Donc il y a une partie qui peut être interceptée par la plante éventuellement, mais il y a en général une très grande partie qui va terminer dans le sol. Donc je ne vais pas détailler ce schéma qui est quand même assez... avec beaucoup de détails, mais en gros, il y a un point qui est important et qui est aussi soulevé depuis de nombreuses années, c'est la couverture du sol. Donc ça c'est important puisqu'effectivement s'il y a une plante, si on traite une plante, forcément il y a une partie du pesticide qui est interceptée, entre 40 et 70%, et donc cette quantité n'ira pas dans le sol. Et après vous avez des pratiques de remédiation, donc de décontamination, et donc par exemple la phytoremédiation, donc c'est implanter des cultures, enfin des plantes, qui sont capables de prélever des pesticides par leurs racines, de les stocker dans leurs tissus. Ensuite, ces plantes sont récoltées, incinérées, et donc ça permet de décontaminer les sols. Mais le rendement, vous voyez, c'est pas non plus... pas encore 100%. C'est vrai en particulier pour les métaux lourds. Oui, ça marche aussi pour les métaux lourds, oui, tout à fait. Ouais. Je voudrais revenir sur ce que vous avez sur la diapo précédente. Vous avez parlé de gouttes, je suppose que c'est la pulvérisation. Oui. On est bien d'accord. Oui. Est-ce que dans le produit, on met un agent mouillant en plus? Oui, il peut y en avoir, tout à fait. Donc est-ce que l'agent, parce que effectivement l'agent mouillant il est indispensable. Oui, pour favoriser la pénétration dans la plante, quand c'est un herbicide surtout. Oui, en tout cas pour éviter le lessivage. Oui. À la première averse. Oui. Donc, et celui-là, il agit comment, l'agent mouillant? Parce qu'il est dans... C'est très compliqué, il y a peu, c'est ce que je disais un petit peu au début, il n'y a pas beaucoup de résultats dans la biblio scientifique sur les questions, des impacts, les effets liés aux coformulants, tous les adjuvants, parce que souvent c'est secret industriel. Et donc on ne sait pas exactement, alors l'ANSES par exemple, quand elle évalue un dossier, elle connaît la composition, elle sait exactement quels sont ses coformulants et ses adjuvants. Mais pour un chercheur public, il n'a pas accès à ces informations. Donc soit il fait un partenariat avec l'industriel, mais après on peut l'accuser éventuellement de ne pas être tout à fait honnête dans ses résultats, soit en fait il n'a pas accès à ces données-là, et donc il peut difficilement faire des études. Donc moi j'ai des collègues qui travaillent sur des produits commerciaux, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc ils vont constater par exemple une absorption meilleure ou une volatilisation augmentée ou diminuée, mais ils ne savent pas quelle est la composition du coformule. C'est l'échelle du paysage, donc ça c'est un aspect qui est très important. Donc à l'échelle du paysage, donc ça vous devez le savoir, vous l'avez certainement remarqué, on voit souvent en bordure des parcelles, en particulier celles qui sont en bordure de ruisseaux, des bandes enherbées, donc qui sont là pour protéger le cours d'eau, le cours d'eau en général,
ou aussi qui peuvent être implantés dans le paysage pour réduire le ruissellement, puisque les pesticides peuvent être entraînés par ruissellement. Les zones boisées et les haies aussi sont considérées comme des zones tampons qui peuvent permettre de réduire le transfert du pesticide et donc sa dispersion à l'échelle du paysage. Et donc ce sont toutes ces zones tampons, qu'on appelle les zones tampons sèches, en fait, sont assez efficaces pour réduire les transferts de pesticides d'environ 50%. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de limiter la dispersion dans tout l'environnement autour. Et puis vous avez les zones tampons humides, donc qui sont des étangs naturels ou artificiels. Et donc ces zones-là aussi font office de zones tampons parce qu'elles peuvent piéger des pesticides, mais avec le problème que du coup le pesticide se retrouve dans l'étang par exemple, dans lequel il n'est pas forcément dégradé très rapidement. Ça dépend aussi du type de molécule. Donc ces zones tampons, elles permettent de limiter la dispersion d'un pesticide à l'échelle du paysage. Donc ça c'est un point important. Mais évidemment, elles ne suffisent pas. Ça doit être un complément de la réduction de l'usage des pesticides. Et autre élément très important, c'est la richesse et la connectivité des éléments paysagers. Donc là, vous avez deux exemples. Vous avez à gauche, un paysage simplifié. Donc vous voyez une très grande parcelle avec très peu de haies. Et à droite, vous avez un paysage beaucoup plus complexe avec des parcelles de plus petite taille, des zones boisées, des haies, etc. Et en fait, la présence de toutes ces zones-là, ce sont des zones refuges en fait, pour les organismes. Et donc ça limite l'exposition des organismes aux pesticides. Et donc ça va aussi conditionner la capacité de récupération des écosystèmes. Et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup depuis plusieurs années de la réimplantation des haies, parce que c'est vraiment un élément essentiel et fondamental pour protéger la biodiversité. La biodiversité qui se trouve dans les haies, du coup, elle en prend un coup. Alors, elle en prend quand même, oui. Ouais. Elle en prend quand même, parce que les dosages qui sont faits justement dans les vers de terre sous les haies, ou même sur certains insectes, ils sont quand même contaminés. Par contre, c'est une zone moins contaminée, dans lesquelles ils peuvent éventuellement se réfugier ou récupérer, où il peut y avoir, il y a aussi, c'est un habitat aussi, qui avait disparu dans le paysage simplifié, et une ressource de nourriture. Mais c'est contaminé quand même, oui. Les agriculteurs qui font ça veulent sortir des pesticides. Parce qu'au final, s'ils veulent se débarrasser des insectes, s'ils font ça, ça va ramener des insectes. Oui, alors ça peut être... oui, ça, effectivement, ça c'est une très bonne remarque. Mais bon, en fait, malgré tout, ça peut aussi favoriser la régulation naturelle. Donc, c'est là qu'ils veulent sortir aussi... Oui, en fait, de toute façon, je pense que les agriculteurs qui sont dans une démarche de réimplantation des haies, ou de toute façon dans une démarche de réduction de l'usage des pesticides et de protection de l'environnement. Je pense qu'ils en ont pris conscience, c'est pas oui, tout à fait. Ah non, c'est très difficile, oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, mais d'une manière générale, en fait, tous les leviers d'action que je vous ai présentés, il ne suffit pas d'en mettre un seul en place pour garantir un risque zéro de transfert des pesticides, il vaut mieux combiner plusieurs leviers. Et puis, je vais, pour terminer, vous parler rapidement de la réglementation. On en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est, vous avez ici la synthèse des principaux textes réglementaires en lien avec les pesticides au niveau européen. Donc le règlement central, c'est celui-là, le règlement 07-2009, qui concerne la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des pesticides. Il est associé à 3 autres directives et règlements concernant l'utilisation des pesticides et le développement durable, les statistiques, les machines d'application, c'est ce qu'on appelle le paquet pesticides. Et puis vous avez un autre grand nombre de règlements sur l'étiquetage, l'exigence sur les données qu'il faut fournir, la transparence de l'évaluation des risques. Et donc ce règlement stipule, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il faut qu'il n'y ait aucun effet inacceptable des pesticides sur l'environnement, mais aucun effet inacceptable ne veut pas dire pas d'effet. Ouais, c'est ça. Et donc, alors quand même, cette réglementation, elle a un certain nombre de points forts. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en théorie, elle exige un haut niveau de protection. Donc ça, c'est la théorie. C'est une des réglementations, voire la réglementation la plus exigeante au monde, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pesticides qui sont interdits en Europe et même en France, et encore plus en France, par rapport à d'autres pays. Et puis, en France, on a aussi un système qui est unique en Europe, c'est ce qu'on appelle la phytopharmacovigilance. C'est-à-dire que c'est un système où chacun, en fait, peut, sur le site de l'ANSES, donc c'est l'ANSES qui a mis ça en place, faire remonter un signalement d'un effet négatif qui aurait pu être observé après mise sur le marché d'un pesticide, aussi bien un effet sur la santé humaine qu'un effet sur des oiseaux, des insecticides, des insectes, etc. Et donc, en fait, l'ANSES, elle suit de façon très assidue
aussi même la contamination du sol ou de l'eau, etc. Ce qui peut se passer après mise sur le marché d'un pesticide. Et quand il y a un signalement important, à ce moment-là, l'ANSES peut retirer l'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. Est-ce qu'elle l'a déjà fait? C'est quoi la question, parce qu'il y a oui, de la pratique. Si, je pense que c'est arrivé, c'est pas très fréquent, mais c'est arrivé, oui. Donc ça, c'est quand même un dispositif qui est assez... voilà. Il faut souligner que la France, là encore, elle est plutôt pionnière dans ce domaine. Ensuite, la réglementation, elle a quand même un certain nombre de limites, je dirais pas forcément beaucoup. Hop, voilà. C'est que donc la réglementation, elle dit de quelle façon, quelles études les industriels doivent fournir pour évaluer les risques, et plus ou moins comment on doit évaluer les risques. Sauf que, par exemple, dans la réglementation, il est indiqué qu'il faut regarder l'effet sur les abeilles domestiques ou sur un certain poisson. Mais évidemment, ces espèces-là, elles ne sont pas représentatives de l'ensemble des espèces. Et il y a beaucoup d'espèces qui ne sont évidemment pas prises en compte. Donc après, ils mettent en place des facteurs de sécurité pour évaluer les risques, pour que ce soit extrapolable, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout suffisant. C'est très insuffisant. Ensuite, la réglementation, elle dit bien qu'il faut protéger la biodiversité, mais elle dit pas, elle propose pas de limite quantitative. Hein, il n'y a pas de critères clairs. En gros, elle dit qu'il faut protéger la biodiversité. Voilà, super. C'est déjà pas mal. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, les sciences humaines et sociales et les savoirs non académiques, comme les apiculteurs, ne sont pas pris en compte. Et puis, il y a régulièrement des dérogations qui, en fait, annulent un peu l'effet de l'interdiction d'un pesticide. Justement, il y a combien de personnes qui sont là pour vérifier que la réglementation est respectée? Combien de personnes dans le monde? Ils ne sont pas très fréquents. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. En fait, les agriculteurs, ils tiennent un registre, normalement, ils tiennent un registre de toutes les applications de pesticides qu'ils ont faites sur chaque parcelle, etc. Donc ça, c'est consultable par les inspecteurs. C'est leur déclaration. C'est sur déclaration. Voilà. Et après, ce qui est fait, c'est des contrôles, donc des dosages, notamment dans les denrées alimentaires, par exemple. Et puis, ils peuvent faire aussi des contrôles chez les agriculteurs pour aller voir, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont comme pesticides en stock, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Combien de personnes font ce? Mais effectivement, c'est comme tous les contrôles. Hein, c'est la DRIR qui s'occupe de ça. La DGCCRF. Il y a l'OFB aussi, qui est polémique, ça fait longtemps à ce sujet. Mais forcément, les contrôles, ils sont minoritaires. Je pense que la plupart des agriculteurs en France, à mon avis, respectent les normes, mais dans la mesure où ils ont le droit d'utiliser un produit, de toute façon, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser, et le produit étant toxique. Et ça c'est comptabilisé par le certificat. Oui. De toute façon, c'est complètement pisté. Oui, c'est complètement déclaré parce que tout est déclaré. Même on peut consulter sur la base nationale de vente des produits. C'est public. On peut savoir où ont été achetés les pesticides avec le code postal. Enfin, on ne sait pas exactement la personne qui l'a acheté, mais on connaît par le code postal, on peut savoir quel pesticide, en quelle quantité a été acheté. Et ça, je pense que c'est donné aux donneurs d'ordre, oui. Des ministères. Oui. Bon, et maintenant Eh bien, alors, ce parce que vous dites que vous faites pas de recommandations. On ne peut pas dire que ce soit vraiment beaucoup suivi des faits. Oui. Mais par contre, ils vont par exemple donner des fonds pour cibler des appels d'offres, que les chercheurs répondent à des appels d'offres et travaillent sur certaines questions. Par exemple, il y a pas mal d'argent qui est mis ces derniers temps pour le développement du biocontrôle, trouver des solutions donc alternatives, naturelles et efficaces. Ils ciblent pas mal d'argent là-dessus. Pourquoi vous ne faites pas de recommandations? Vous avez dit parce que vous proposez des leviers d'action, mais pas de recommandations. Non, en fait, on identifie les leviers d'action, donc sont identifiés dans la bibliographie scientifique, mais nous, on n'a pas vocation à dire il faut que vous fassiez ça. Nous, on fournit un état des lieux, des connaissances. C'est pas notre rôle, ouais, mais on n'est pas. Voilà quoi, dans l'intérêt vraiment de tous. Après, nous, quand on publie, on peut dire effectivement, on le dit dans nos publications. Bon, ça, c'est une méthode qui permet où on voit qu'on n'a pas d'effet sur ça, ou au contraire des effets. Mais dans ce type d'expertise, en fait, c'est vraiment les ministères, ils veulent un état des connaissances, et après, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et vous, vous tenez pas compte du tout des aspects financiers qui bénéficient de ce business. Est-ce que c'est concentré sur une ou deux sociétés ou plus largement? Enfin voilà, l'aspect économique, vous ne l'abordez pas du tout. Alors non, on a beaucoup abordé l'aspect juridique, mais effectivement pas l'aspect économique. Et même c'est très difficile en fait de trouver même des chiffres sur quel est le coût financier de cet impact sur la biodiversité de l'usage des pesticides. C'est très difficile de trouver des chiffres. Il y a un rapport qui a été produit en 2013, si je ne me trompe pas, qui avait essayé d'évaluer justement l'impact financier
du déclin de la biodiversité dû aux pesticides. Mais c'est extrêmement difficile. Après, pour ce qui concerne les bénéfices nets, si j'allais dire, effectivement, les firmes phyto, il y a un lobby énorme, effectivement, puisqu'ils font tout leur business là-dessus. Et puis, voilà, oui, c'est ça en fait. Ça se mesure pas le perte de biodiversité. Il y a une tentative. Il y a eu une tentative. Ça peut se mesurer, par exemple, si on dit la pollinisation diminue, donc les rendements sont moins bons, donc c'est une perte de temps, ou bien le coût, par exemple, de dépollution d'un cours d'eau ou d'un sol. Enfin, c'est des choses qu'on peut plus ou moins. À propos des cours d'eau, moi j'avais lu ou entendu que tous les cours d'eau en France, toutes les rivières étaient polluées. Il n'y a pas une rivière qui ne soit pas polluée. Oui, c'est plus de 90%. Oui. Mais après, à des quantités qui sont quand même souvent inférieures au seuil réglementaire. Voilà. Mais effectivement, on en retrouve beaucoup. Biologique, ça n'est pas zéro pesticide. Ça, c'est un point très important à souligner. Ils ont le droit d'utiliser, alors pas d'herbicides, ils n'ont pas le droit d'utiliser d'herbicides. Par contre, ils peuvent utiliser des insecticides et des fongicides, mais qui sont sur une liste établie et ils n'ont pas le droit d'en sortir. Donc, par exemple, ils ont le droit d'utiliser du cuivre ou du soufre ou certains pesticides qui sont d'origine naturelle. Et par exemple, ils ont le droit d'utiliser des extraits de plantes, mettons, et ils n'ont pas le droit d'utiliser un extrait de plante qui serait synthétisé à l'identique dans un laboratoire. C'est-à-dire qu'en agriculture biologique, il faut vraiment que ce soit extrait de la plante qu'ils aient le droit d'utiliser. Il ne faut pas que ce soit reproduit chimiquement dans un labo. Mais l'agriculture bio, ça n'est pas zéro pesticide. Ça, c'est important de le dire. Le problème du cuivre, c'est qu'on retrouve c'est quand même mieux. Alors le cuivre, effectivement, exactement, surtout dans les zones viticoles, c'est ultra contaminé et du coup, les quantités de cuivre qu'ils ont le droit d'utiliser sont vraiment strictement réglementées. Ils ne doivent pas dépasser un certain seuil sur une période de 7 ans. Voilà. Elles ont considérablement diminué par rapport à ce voilà. Et du coup, il va être bientôt réexaminé, ce cuivre-là. Donc il sera probablement réautorisé, mais bon, c'est pas sûr. Il peut tout à fait être interdit, mais je pense pas. Ça serait fait. À l'échelle d'un pays, par exemple, utiliser tous les pesticides, est-ce que au bout d'un certain nombre d'années, on retrouverait une production agricole qui s'approcherait de l'époque avec pesticides? C'est-à-dire que est-ce que la nature... En fait, les pesticides, ils ont été massivement utilisés après la Seconde Guerre mondiale, dans l'optique d'alimenter la population, donc d'avoir des récoltes importantes, de booster les récoltes. Donc je ne sais pas, en fait, vu la population actuelle, combien d'années il faudrait pour retrouver une récolte suffisante sans pesticides. Je pense que c'est tout à fait possible, hein. Toutes les prospectives le montrent, qu'il y a d'autres moyens de protéger les récoltes que d'utiliser des pesticides. Donc finalement, ça peut peut-être être assez rapide. Ça peut être assez rapide. Je vais conclure. Donc voilà, vous l'aurez compris, les pesticides contribuent au déclin de la biodiversité via des effets directs et indirects. Ils contaminent tous les milieux. Les groupes les plus affectés sont les oiseaux et les invertébrés. Voilà, il y a des leviers d'action d'équipage. C'est ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. On a encore beaucoup de recherches à mener pour mieux comprendre et prévenir les impacts sur la biodiversité. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Lamy pour cette présentation. Presque 2 heures comme d'habitude. Voilà. Bravo encore, c'était super intéressant. Alors sachez que cette présentation